cela a rendu Sean Combs un peu nerveux. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire quand il a dit « ouais », comme s'il était l'ami gay. Puis il s'est penché et a dit « et, alors quand est-ce qu'on aura l'occasion de, tu sais, passer du temps ensemble, juste toi et moi ?» Il marqua une pause, puis ajouta avec un charme étrange « dis donc, pourquoi n'irions-nous pas faire les magasins ? Je paie. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé, un frisson inquiétant a parcouru ma colonne vertébrale. Je pensais que c'était sale. Sean Diddy s'est mis en colère de façon comique, sa voix tremblant de fureur. Ses mains agrippèrent si fort le bord de la table du défendeur qu'un tremblement traversa la salle d'audience silencieuse de New York, en mai 2025. Le silence était fragile. Quelque chose d'énorme se profilait. Un documentaire, entre autres, sur la tarte. Diddy, Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, pensez-vous qu'il l'a fait? Je sais que vous avez été actif sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé. Il l'a fait. Quelques instants plus tôt, Diddy était entré, arborant la même assurance qu'un costume sur mesure. Mais derrière son regard glacial se cachait une solitude creuse. Aucune famille à ses côtés. Aucun d'entre eux ne s'est présenté, pas même son fils adoptif, autrefois sa fierté, sa joie. Maintenant absent. Le laissant seul, face à face avec les fantômes de son passé. Qui aurait pu imaginer que le puissant magnate de la musique, autrefois considéré comme intouchable, serait au bord de l'effondrement? Pas par le FBI. Pas par ses accusateurs. Mais par un vieil adversaire qui ne lâche jamais prise. Lui rendriez-vous visite en prison, juste pour le plaisir? Je ne suis plus sûr. Il pourrait me voir comme un ennemi maintenant. Quoi? Pourquoi penserait-il ça? Et ce n'est pas un enregistrement vocal qui a allumé la mèche. C'était une peinture. Abstrait, rouge sang, critique accroché autrefois dans le propre manoir de Diddy. Toute la salle d'audience était stupéfaite. Le tableau, d'une valeur de 21,1 millions de dollars, a été présenté par 50 Cent, avec la légende suivante, le véritable art parle de lui-même. La pièce murmurait des rumeurs. Secrets. Des histoires sur les fameuses soirées blanches de Diddy, ces nuits ultra exclusives connues seulement de quelques élus. L'audience de ce jour a commencé comme n'importe quelle autre dans la longue procession de batailles juridiques auxquelles Diddy avait été confronté. Journalistes, spectateurs, tous s'attendaient à voir un homme bien protégé, revêtu d'une armure juridique. Mais lorsque l'avocat du plaignant s'est levé avec un calme délibéré et a annoncé un élément de preuve inattendu, tout a changé. Le tableau abstrait était accroché discrètement dans une pièce où la famille de Diddy se réunissait autrefois. Maintenant, il refait surface, chargé de significations que personne n'osait articuler. Il a été lié, au préalable, à l'un des partis blancs du magnate. Il y avait un message faible griffonné parmi les traits chaotiques, pour elle. Les spéculations allaient bon train, était-ce lié au fils qu'il évitait désormais? Celui qui a porté le traumatisme de la découverte du journal de Kim Porter, le chagrin de la mort de sa mère? Secret sombre. Personne ne pouvait dire avec certitude ce que cela signifiait. Mais la personne derrière sa publication a fait trembler la salle d'audience, 50 Cent. Avec cette clarté impitoyable qui le caractérise, il a porté un coup que personne, pas même Diddy, n'avait prévu. À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré dans les fondations de l'empire de Diddy. Et un nouveau chapitre inquiétant a commencé. Je n'ai pas de système de soutien, ni de groupe d'artistes sur lesquels je peux m'appuyer pour faire ce que je fais, avait déclaré 50 Cent dans une autre interview. Je suis seul depuis le début, donc je n'ai pas à vivre selon leurs règles. Puis est arrivée la bombe sur Instagram. La peinture. Rouge sanglant. Un mot faible, pour. Il était autrefois accroché là où se déroulaient ces fêtes infâmes. La légende disait, l'art parle de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un avait décidé que la vérité ne pouvait plus être cachée. Le post est devenu viral sur X avec le hashtag #TetalkingPainting. Les spéculations ont augmenté. Quelqu'un proche de Diddy travaillait-il avec 50 Cent pour révéler ce qui s'était réellement passé lors de ces rassemblements d'élites voilées? Les détectives d'Internet se sont penchés sur la question. Ils ont examiné chaque coup de pinceau, chaque tache. Ils ont repéré les initiales, RB. Une silhouette, à peine visible. Le tableau transformé de décor en déclaration. Un symbole de résistance. Pendant 10 ans, ce n'était qu'une autre pièce de luxe dans le monde de Diddy. Maintenant, entre les mains de 50 Cent,
c'est devenu une arme. Il l'a transmis au procureur. Une équipe d'experts en images médico-légales a commencé à l'analyser avec un regard neuf. Ce qu'ils ont vu les a choqués. Symboles. Petits codes. Des silhouettes qui ne semblaient pas accidentelles. Un expert a suggéré que l'œuvre aurait pu être créée par quelqu'un qui avait Y qui avait vu de choses que personne d'autre n'osait rapporter. La marque Herbet. Le mot, pour elle. Ils ont prévenu que les secrets du tableau prendraient du temps à être entièrement déchiffrés. Mais la simple suggestion, celle de la coercition des témoins, a fait que les murs de la salle d'audience semblaient plus proches. Plus de 200 appels téléphoniques liés à Didi ont été cités. La pression monte. Les réseaux sociaux ont explosé. 50-100 a de nouveau posté. La vérité arrive. Et juste au moment où le procès de Didi atteignait un tournant critique, la salle d'audience devint étouffante. Tous les regards sont rivés sur l'homme qui a autrefois régné sur le monde de la musique. Maintenant visiblement secoué, assis seul. Des rumeurs ont circulé sur des conflits familiaux au sujet de l'héritage. Personne de sa lignée ne s'est présenté. Pas d'enfant. Pas de fils adoptif. Et pourtant Didi semblait toujours calme. Son équipe juridique d'élite l'entourait, prête à attaquer chaque accusation. Mais rien ne les avait préparés à ce qui allait suivre. Le procureur s'est levé, la voix inébranlable. Nous présentons une nouvelle preuve, a-t-il déclaré. Un tableau autrefois exposé au public, contenant peut-être des messages intégrés sur la conduite du défendeur. Des halètements ondulaient. Didi fronça les sourcils. Il jeta un coup d'œil à son avocat. Un grand écran s'est allumé, affichant les couleurs chaotiques du tableau. L'accusation, rejointe par un analyste d'images, a commencé à pointer du doigt l'inscription « Forer ». Le marquage « Herbet ». Ils ont dit que cela correspondait à des échantillons d'écriture manuscrite d'un témoin. Ils ont laissé entendre que le tableau pourrait contenir des fragments de mémoire. Des dissimulations. Des nuits baignées de richesse et de quelque chose de bien plus sombre. Ce n'était que le début, ont-ils prévenu. Le premier indice d'un puzzle encore en cours d'assemblage. La pièce remplie de murmures. Les journalistes ont tapé avec frénésie. Les jurés se regardèrent, inquiets. Le masque de Didi est tombé. Il s'est penché. Il a chuchoté frénétiquement à son avocat. Ses yeux se sont fixés sur l'écran. Lorsque le procureur a insinué qu'une personne proche ou quelqu'un souffrant de douleurs intenses aurait pu leur donner le tableau pour faire tomber Didi. Tu pouvais le voir. Ses mains se crispèrent. Son regard vacilla. Un homme trahi. Pas par le monde. Mais par quelqu'un qu'il tenait autrefois à cœur. Qui a mis ça au jour, murmura-t-il d'une voix basse mais teintée de suspicion, comme s'il avait soudain réalisé que quelqu'un en qui il avait autrefois confiance s'était retourné contre lui. Le juge frappa violemment de son marteau, appelant à l'ordre, mais Didi ne s'arrêta pas. Il pointa un doigt vers le procureur et cria « 50 essaient de me détruire ». Un journaliste, assis tranquillement près du premier rang, a demandé à voix basse « Quand vous le traitez d'homosexuel à plusieurs reprises, cela affecte-t-il vos relations à Hollywood ?» Non, je ne le dis pas gay, laisse-moi juste te le lire. Ses avocats se sont précipités pour le forcer à regagner son siège, mais l'éruption l'avait déjà trahi. La panique le rongeait. Bien que le tableau n'ait pas été entièrement déchiffré, il avait déjà semé un profond malaise dans l'esprit de Didi. Il pressentait que les secrets qu'il croyait enfouis à jamais pourraient refaire surface, non pas grâce à des témoignages ou des preuves médico-légales, mais à travers une toile qui figurait autrefois fièrement chez lui. Lorsque la séance fut levée, Didi sortit, le visage crispé, le regard lointain, comme s'il avait déjà compris que le tableau n'était que le premier tremblement d'une tempête à venir. À la table de l'accusation, un analyste en imagerie médico-légale s'avança. Présenté comme un ancien agent du FBI, il parla d'une voix calme et assurée tandis qu'il commençait à décortiquer le tableau, décodant chaque élément critique avec la précision d'un scalpel. Chaque mot, chaque trait, frappait comme un marteau le sentiment d'invincibilité de Didi. Dans le coin inférieur gauche, une silhouette floue apparut, un bras levé, semblant donner un ordre. L'expert l'interpréta comme la représentation possible d'une figure d'autorité, peut-être même de l'accusé lui-même. En prononçant ces mots, il croisa le regard de Didi. Puis l'écran s'illumina d'une série de minuscules symboles, presque invisibles. Agrandis, ils révélèrent une séquence numérique correspondant à la date d'une célèbre fête blanche de 2012, un événement déjà obscurci par des rumeurs de comportements illicites.
Une courbe rouge vif, s'écoulant comme un ruban de sang, a été interprétée comme un symbole de violence ou de mal. Les jurés se sont déplacés avec inquiétude, fronçant les sourcils en assimilant les implications. Mais le détail le plus effrayant était la marque RB gravée sur l'image. Les experts pensaient qu'elle pourrait être liée à Roger Bon, l'ancien garde du corps de Didi, un homme qui a disparu après avoir divulgué des informations sur ces fêtes tristement célèbres. Nous pensons que ce tableau a été créé par une personne appartenant à l'entourage du défendeur, a conclu l'analyste, quelqu'un qui a été témoin direct des événements et qui cache des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Didi était assis, raide, à la table de la défense, les poings serrés si fort que l'éclat doré de sa bague reflétait la lumière de la salle d'audience. La sueur perlait sur son front, malgré le froid glacial de la salle. Son avocate principale, surnommée « la destructrice » dans les milieux juridiques, s'est immédiatement levée. D'un ton glacial, elle a protesté. « Ce n'est pas une preuve, votre honneur », a-t-elle déclaré en désignant le tableau projeté sur l'écran. « C'est de l'art. Rien de plus. » L'accusation utilise des spéculations pour tromper le jury. Un autre avocat de la défense a ajouté, d'une voix grave et ferme, « Il n'y a même pas eu d'audience pour déterminer si cela constitue une obstruction. Ce ne sont que des allégations. » Et la marque RBK, s'exclama un autre. Ça pourrait désigner n'importe quoi, un créateur de mode, un artiste, une coïncidence. Il n'y a pas de témoin direct. Le juge, sévère et posé, leva son marteau et le frappa à 2 reprises. Son regard transperça la salle d'audience comme des lames. « Je statuerai prochainement sur la recevabilité », a-t-il déclaré. Mais pour l'instant, l'accusation peut se poursuivre. Imperturbable, l'équipe de l'accusation a diffusé un extrait d'un reportage télévisé de 2014. La caméra a parcouru le grand couloir du manoir de Didi, s'attardant sur un tableau familier fièrement accroché au mur. Dans la vidéo, Didi sourit à l'objectif et déclare « Ce texte est mon autobiographie. Il raconte mon parcours. » Cette déclaration, autrefois un signe de fierté, ressemblait désormais à une chaîne se resserrant autour de son cou. Le procureur se tourna vers le jury et laissa le silence s'installer. Puis il prit la parole, la voix posée. L'accusé n'était pas seulement au courant de l'existence du tableau, il l'a commandé, exposé, célébré. Maintenant, il le fuit. Des halètements parcoururent la pièce. Tous les regards étaient rivés sur Didi. Il ne pouvait plus se contenir. Ses mains tremblaient. Il se leva brusquement. La chaise derrière lui s'écrasa au sol avec un grand fracas. « C'est un faux » s'écria-t-il, la voix brisée, résonnant dans l'atmosphère tendue. « Ce tableau n'est pas réel. Ils essaient de me salir. » Son visage devint rouge. Des rides creusèrent son front, et ses yeux brillèrent d'une panique folle. Il frappa la table du poing. Le coup sec fit tressaillir un juré. « C'est l'œuvre de 50 cents. Il veut me détruire. » Il pointa violemment le procureur du doigt. Ses avocats se précipitèrent à ses côtés, chuchotant avec urgence. « Chan, s'il te plaît. Assieds-toi. » Mais Didi ne se laissait pas calmer. Sa voix tremblait tandis qu'il continuait. « Je n'ai rien fait de mal. Ce tableau, c'est juste de l'art. Pas une preuve. » Le juge, visiblement tendu, frappait son marteau encore et encore. « Monsieur Comps, prévint-il sévèrement, allez-vous maintenir l'ordre ou dois-je imposer des mesures plus fortes ?» Haletant, Didi s'assit à contre-cœur. Mais ses yeux ne cessèrent de bouger, scrutant la pièce à la recherche d'une issue. Les journalistes au dernier rang tapaient frénétiquement, sachant que ce moment ferait la une de tous les journaux. Le jury, composé d'âges et d'horizons divers, l'a étudié avec un regard neuf. Ni émerveillement ni admiration. Curiosité. Suspicion. Comme s'il assistait à la chute d'un monument. La lumière du soleil s'estompait à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience, mais le marteau du juge résonnait encore faiblement. L'attention ne se concentrait plus sur le tableau ni sur l'explosion. Une question silencieuse emplissait l'air lourd. Qui a offert le tableau à 50 cents? Et pourquoi? D'une voix basse et posée, le procureur a conclu son argumentation, semant une graine de doute au plus profond de chaque cœur. Cette preuve ne vient pas d'un ennemi lointain, a-t-il déclaré. Elle vient de quelqu'un qui a un jour appelé la famille de l'accusé. Les mots frappèrent comme un éclair dans l'obscurité. Les regards se tournèrent vers la rangée de sièges vides derrière Didi, où aucun membre de la famille ne s'était présenté. À ce moment-là,
le procès est devenu plus qu'une bataille juridique entre Didi et 50 Cent. C'est devenu une tragédie familiale, une trahison, une douleur longtemps enfouie qui refait surface sous forme de rébellion silencieuse. Du plus profond de la suspicion, un nom a émergé, Justin Comps. Non pas comme témoin, ni comme célébrité, mais comme fils blessé, hanté par ses souvenirs. Sa mère, Kim Porter, aimée, belle et brisée, avait souffert trop longtemps en silence. Et Justin, son fils, portait désormais ce poids. Pas pour la gloire. Pas seulement pour la vengeance. Mais pour la justice. Quel qu'en soit le prix. Loin du palais de justice, dans un luxueux appartement enveloppé de verre et de néon, Justin restait assis en silence, le regard perdu dans l'horizon électrique de la ville. À 31 ans, il incarnait le glamour moderne, avant-gardiste, énigmatique, incontournable des événements exclusifs, toujours sous l'ombre de son père adoptif. Mais sous cette apparence soignée se cachait une blessure ouverte, la perte de sa mère, la femme qui signifiait tout. Kim Porter, mannequin, actrice, nourricière. Elle n'était pas seulement l'ancienne compagne de Didi. Elle était le foyer de Justin, son point d'ancrage, celle qu'il a élevée avec un amour et une grâce indéfectibles, même lorsqu'elle a surmonté les épreuves de la vie aux côtés d'un homme vénéré du monde entier mais craint par ses proches. Et maintenant, même d'outre-tombe, elle parlait encore. À travers le silence. À travers les symboles. À travers les fissures d'un empire soigneusement construit. Mais Justin avait aussi été témoin de moments où sa mère pleurait en silence, les yeux écarquillés de peur à chaque fois que le nom de Didi était mentionné. Il se souvenait des nuits où elle s'échappait du manoir pour revenir quelques heures plus tard avec une expression vide qui le glaçait. Maman m'a toujours dit que je devais être fort, se souvient de Justine, la voix tremblante, lors d'une rare interview, mais je ne savais pas contre quoi elle se battait. La mort soudaine de Kim en 2018, officiellement déclarée comme une pneumonie, a laissé un vide dans la vie de Justine que rien ne pouvait combler. Elle a également laissé derrière elle une question qui le rongeait jour et nuit. Didi, l'homme qui avait promis de les protéger, était-il la véritable cause des souffrances de sa mère et de son départ? Pour Justine, Kim Porter était plus qu'une simple mère. Elle était une force de résilience, une femme qui a tout abandonné pour l'élever, lui et ses frères et sœurs, avec amour et dignité. Malgré sa relation brisée avec Didi, Justine n'a jamais pu oublier ces nuits paisibles où Kim s'asseyait à ses côtés, partageant ses rêves qui se terminaient toujours par un doux soupir mélancolique. Il y a des choses que je ne peux pas te dire, Justine. Quand Didi a commencé à apparaître dans les tabloïds aux côtés de jeunes stars, d'aventures sans lendemain et de nouveaux amants, Kim n'a rien dit. Elle ravalait sa douleur en silence, protégeant ses enfants de la tempête. Mais Justine, même enfant, ressentait l'injustice qui se cachait derrière tout cela. Maman méritait d'être heureuse, disait-il, serrant dans ses mains une vieille photo de famille, seule dans sa chambre d'enfant. Sa mort l'a bouleversée. À seulement 24 ans, Justine ne comprenait pas comment une femme aussi dynamique et en bonne santé que sa mère pouvait mourir d'une maladie aussi banale qu'une pneumonie. Des rumeurs ont commencé à circuler dans le monde du spectacle, des rumeurs selon lesquelles Kim aurait découvert des choses qu'elle n'aurait pas dû découvrir, des choses qui la rendaient dangereuse. Les amis proches de Kim ont commencé à parler à voix basse. Des histoires ont fait surface, des parties de jambes en l'air secrètes, des transactions codées et des secrets susceptibles de détruire des empires. Un jour, l'un des confidents de Kim a regardé Justine droit dans les yeux et lui a dit « Ta mère en savait trop ». Ça faisait d'elle une menace. Bien qu'il n'ait aucune preuve, ces mots ont allumé un feu en lui. Un doute latent qui refusait de s'éteindre, une question qui le consumait. Ce doute a transformé Justine, d'un garçon élevé dans le luxe, en un homme en quête de vérité. Il commença à fouiller les objets laissés par sa mère, vieilles lettres, boîtes à bijoux, journaux intimes, fragments de vie cachés dans sa chambre à Los Angeles. Dans une note, griffonnée d'une écriture tremblante, Kim avait écrit. Il ne s'arrête jamais. Ces soirées ne sont pas que des soirées. Au club, il y avait des bouteilles de mouette, mais il y avait quelque chose dedans, quelque chose qui faisait taire les filles, comme si elles n'avaient pas le choix. Ils lui ont dit un jour, ne touche pas à ces bouteilles. J'ai peur. Un jour, la vérité pourrait me tuer. Ces mots tranchants comme du rasoir en tête Justine. Il se souvenait des nuits où Kim revenait après une dispute avec Didi, le visage blême d'effroi. Maman savait quelque chose, murmura-t-il en serrant le journal contre sa poitrine. Mais il n'a pas agi, du moins pas encore. Fils adoptif de Didi, Justine avait grandi sous un climat de pouvoir et de privilèges.
Demeure luxueuse, cercle de célébrités, tapis rouge. Mais aussi un silence total. S'exprimer signifierait tout perdre, richesse, sécurité, et même son nom. Pourtant, lorsque le monde de Didi s'est effondré sous les accusations de trafic, de chantage et d'abus, Justine a saisi l'occasion. Une question s'est posée en lui comme un cri de guerre. Si maman connaissait la vérité, pourquoi ne puis-je pas finir ce qu'elle a commencé? Il a fait un choix audacieux, non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Il a tendu la main en secret à l'ennemi le plus virulent de Didi, 50 ans. Mais Justine n'a pas osé s'exposer aux caméras. Il n'a pas témoigné, n'a pas accordé d'interview. Il a travaillé dans l'ombre, livrant des indices que seule une personne proche de Didi aurait pu connaître. Et 50, avec son audace et son influence, s'y est mis. L'enquête a été révélée au grand jour lorsqu'un tableau présenté par 50 Cent a été analysé. Une marque critique RB attribuée à Roger Bon, l'ancien garde du corps de Didi, correspondait au code gravé sur un vieux coffre-fort du studio d'enregistrement de Didi. De ce coffre-fort est sortie une petite boîte métallique. À l'intérieur, un disque dur. Des fichiers. Des vidéos. Des documents. Le tout envoyé anonymement au bureau de 50 Cent. Aucun expéditeur n'a été nommé, mais l'accusation a confirmé que la boîte provenait d'une personne émotionnellement liée au défendeur. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, dont les lettres tremblaient et étaient rugueuses. Pour elle. Cette phrase a figé la salle. Qui l'a écrite? Et pourquoi correspondait-elle si parfaitement aux notes du journal de Kim Porter? Les réseaux sociaux ont explosé. Les hashtags ont envahi la timeline. Dièse à Chia The Talking Pintin tendance mondiale. La théorie a rapidement gagné du terrain. Celui qui avait envoyé la boîte n'était pas un étranger. C'était un membre de la famille. Une personne motivée non par l'argent, mais par la perte, le chagrin, la quête incessante de justice. Cette petite boîte est devenue le cœur du procès, non seulement pour ce qu'elle contenait, mais aussi pour la douleur qu'elle représentait. À l'intérieur, les procureurs ont trouvé des preuves que Didi avait fait transiter de l'argent par des sociétés écrans pour financer des soirées sexuelles secrètes. Ils ont découvert des messages de menaces, notamment adressés à son ex-petite amie, Kasi Ventura. Une courte vidéo, datée de 2017, montre une bagarre dans un manoir. Didi crie. Une femme, vraisemblablement Kim, tient bon. Le son était faible, mais une ligne résonnait. Tu ne peux pas continuer à cacher ça. Le procureur marqua une pause, puis posa la question qui toucha tous les cœurs présents dans la salle d'audience. Est-ce que Kim savait quelque chose qui l'a fait tuer? Le nom de Justine n'a jamais été mentionné. Mais un proche de la famille connaissait clairement les enjeux. Peut-être que Justine avait trouvé la vidéo parmi les affaires de sa mère. Peut-être l'avait-il enregistrée lui-même. Quoi qu'il en soit, la question restait en suspens. Pourquoi l'envoyer à 50 Cent? Un autre rapport a fait surface. Justine avait secrètement protégé Kasi Ventura, la même Kasi qui était désormais un témoin clé. Elle était menacée. Des dizaines d'appels intimidants ont permis de remonter jusqu'à Didi depuis le centre de détention. Des pots de vin lui ont été proposés. 10 000 $ pour qu'elle abandonne l'affaire. Mais Kasi n'a pas reculé. Elle avait quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qui lui fournissait des preuves, du réconfort, de la protection. Certains ont dit que c'était Justine. Le garçon qui avait vu sa mère souffrir était maintenant un homme qui se battait en silence. Une autre note a été trouvée avec le disque dur. Qu'elle dise la vérité. Les procureurs ont déclaré que cela faisait référence à Kasi. Mais beaucoup ont pensé qu'il s'agissait aussi d'un appel en faveur de Kim. Le cri d'un fils, accomplissant ce que sa mère n'a jamais pu faire. Alors que 50 Cent publiait des articles sur la boîte et le tableau sur Instagram, faisant la une des journaux avec des légendes audacieuses, Justine n'a rien dit. Il ne s'est pas présenté au tribunal. Il n'a fait aucun commentaire. Il n'a pas nié. Et ce silence, pour beaucoup, en disait plus que 1000 mots. S'il est innocent, pourquoi rester silencieux, demandait un post viral sur X. Certains pensaient qu'il attendait le bon moment. D'autres pensaient que Justine, profondément en deuil, ne courait pas après la célébrité. Il cherchait la justice. Un message lu, le fils adoptif de Didi joue un jeu plus grand. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vengeance. Il n'y avait aucune preuve concrète. Mais la boîte avait été expédiée de Los Angeles, la ville de Justine.
Cela suffisait à susciter l'étonnement. L'accusation a continué avec prudence. La personne qui a envoyé cela, a déclaré un avocat, ne recherche ni le pouvoir ni la richesse. Elle recherche la justice, pour un être cher. Ces mots, comme des flèches, ont trouvé leur cible. Et pour la première fois au tribunal, Didi a baissé la tête. Ses yeux s'emplirent de panique, une peur qui s'infiltrait à travers ce qui était autrefois une image de domination inébranlable. Cette façade soigneusement construite commençait à se fissurer de l'intérieur. Ce n'est pas à moi de décider, a déclaré un proche de Didi. C'est à Monsieur Cos de décider, et je ne vois pas cela se produire. Pourquoi? Parce qu'il se croit innocent, qu'il estime devoir rester ferme, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui sont pris pour cible par le gouvernement fédéral. Les soupçons à l'encontre de Justine s'intensifièrent à mesure que la fracture au sein de la famille Cos s'accentuait. Les enfants de Didi se disputaient âprement l'empire qu'il laissait derrière lui ou des actions de Bad Boy Entertainment aux propriétés valant des millions de dollars. Pourtant, Justine resta complètement déconnecté, apparemment absent de la lutte de pouvoir. Une source proche de la famille a révélé qu'il avait refusé de participer aux réunions d'héritage. Cela a exaspéré ses frères et sœurs, mais Justine ne se souciait pas d'argent. Il ne parlait que de sa mère. Pourquoi rejetterait-il une fortune dont il pourrait si facilement hériter? La réponse réside peut-être dans quelque chose de bien plus profond que la cupidité. Son objectif n'était peut-être pas de préserver l'héritage de Didi, mais de le démanteler. Un acte de justice discret pour les années de souffrance endurées par sa mère, Kim Porter. Ces journaux, remplis d'anecdotes sur des faits dangereuses et des trahisons intimes, ont peut-être été l'étincelle qui a allumé le feu dans l'âme de Justine. Mais comment a-t-il trouvé ce journal? Et pourquoi s'est-il tourné vers 50-100? Une théorie suggère que Justine, par l'intermédiaire d'un intermédiaire, aurait contacté 50-100, sachant qu'il était le seul parmi les ennemis de Didi à avoir l'audace de le dénoncer publiquement. La collaboration discrète entre Justine et 50-100, bien que jamais confirmée, commença à prendre forme tel un puzzle s'assemblant au vu et au su de tous. 50, qui avait un long passé de conflit public avec Didi, n'hésita pas à utiliser la fameuse boîte comme arme. Mais il resta prudent. Il n'a jamais révélé qui le lui avait donné. Il n'a publié que des phrases énigmatiques, presque comme si quelqu'un avait décidé que la vérité ne pouvait plus rester enfouie. Pourquoi n'a-t-elle pas nommé Justine si elle savait que c'était lui? Certains pensent que c'était pour le protéger, pour lui permettre de continuer à évoluer dans l'ombre. D'autres pensent que le mystère était stratégique, destiné à susciter l'engouement médiatique et à accroître l'attention du public. Quelle qu'en soit la raison, l'affaire a profondément bouleversé les procédures judiciaires, laissant l'équipe juridique de Didi acculée et sur la défensive. Ils ont tenté d'argumenter que les documents sur le disque dur étaient faux. Mais l'accusation a riposté avec une précision dévastatrice. Les messages correspondaient exactement à l'historique des appels de Didi. Et qui d'autre aurait pu y avoir accès, si ce n'est quelqu'un de son entourage immédiat? Cette question planait dans la salle d'audience comme un nuage d'orage. Dans le regard tremblant de Didi, beaucoup voyaient plus que de la peur. Ils y voyaient une confession silencieuse. Dans cette atmosphère tendue, Roger Bon, l'ancien garde du corps de Didi, est soudain devenu un personnage clé. Bon, qui avait publiquement soutenu Kazi et dénoncé Didi, avait disparu des réseaux sociaux après avoir reçu des menaces. Les procureurs ont émis l'hypothèse que les initiales, RB, sur le tableau pourraient être la signature de Bon. Il aurait documenté les tristement célèbres fêtes Frikoff avec des détails troublants avant sa disparition. Mais la question la plus obsédante restait, comment cette marque s'est-elle retrouvée sur le tableau? Et qui l'a donnée à 50-100? Certains pensent que Justine, ayant accès à l'ancien studio de Didi, aurait pu trouver les notes de Bon, peut-être secrètement conservées par Kim Porter, au cas où quelque chose lui arriverait. Pourquoi Kim les a-t-il gardées? Et pourquoi agir maintenant? La réponse réside peut-être dans l'intensité du chagrin de Justine. Il avait vu sa mère vivre dans la peur, se sentant trahi par l'homme qui prétendait autrefois l'aimer. Ce souvenir a peut-être nourri une promesse faite en silence qu'un jour il finirait ce qu'elle n'avait pas pu faire. Pour abattre le mur de silence qui avait protégé Didi pendant si longtemps. Lorsque le procès fut suspendu, l'image de Didi s'éloignant aux têtes basses, épaules affaissées, yeux creux devint plus qu'un instantané. C'est devenu un symbole. Un empire en chute libre. Mais la véritable histoire n'était pas celle que Didi voyait devant lui. C'était ce qu'il n'avait pas vu derrière lui, son propre fils adoptif,
portant le poids d'une mère perdue trop tôt, réécrivant un héritage dans l'ombre. Bien que Justine n'ait jamais été physiquement présent au tribunal, il semblait hanter chaque instant. Sa présence résonnait dans l'inscription, pour elle, griffonnée sur le mot au sommet du disque dur. Dans chaque indice qui pointait vers l'intérieur, et non vers l'extérieur. Justine était-il vraiment celui qui tirait les ficelles, ou juste un autre pion dans le jeu complexe de 50-100 ? Cette question a explosé sur les réseaux sociaux. Des milliers de publications, de fils de discussion, de théories. Une tempête numérique où famille, trahison, perte et justice se sont entrechoquées comme les coups de pinceau d'un tableau qui commençait enfin à parler. Tandis que les lumières de la ville scintillaient à l'horizon, dans un élégant appartement aux parois de verre, bien au-dessus du bruit, Justine Collomb était assise seule. À la main, une vieille photo de sa mère. Les yeux rivés sur le ciel nocturne. « Maman, j'ai bien fait », semblait-il murmurer. Et quelque part ailleurs dans cette même ville, 50-100 arborant un sourire entendu a compris que la vérité, comme l'art, trouve toujours un moyen de parler. L'histoire du tableau abstrait, de 50-100, et de la trahison silencieuse qui couvait dans le cercle intime de Didi, n'était pas un simple rebondissement dans un procès fédéral sensationnel. C'était quelque chose de plus. Un miroir. Un reflet de valeurs plus profondes, la vérité, la responsabilité et l'esprit indestructible d'une communauté, en particulier au sein de la culture noire. Le tableau, avec ses traits rouges sang et l'envoûtant, herbé, n'était plus seulement une œuvre d'art. Il est devenu le symbole de vérités enfouies. Un rappel que, aussi glamour que puisse paraître le passé, il ne peut rester caché derrière des cadres dorés. La publication de ce tableau par 50-100 n'était pas seulement un coup dur pour Didi, c'était une déclaration. Un appel à la communauté pour qu'elle affronte les recoins les plus sombres du pouvoir et du silence. Le silence de la famille de Didi, les sièges vides dans la salle d'audience, ces absences soulevaient des questions non pas de condamnation, mais de conscience. Des questions de loyauté, de devoir et du prix du silence. Des couloirs de justice au flux Instagram et Twitter, une vérité demeure. Même étouffée par la richesse ou la célébrité, la vérité trouve toujours sa voix, grâce à ceux qui sont assez audacieux pour écouter et assez courageux pour agir. La véritable force de cette histoire ne réside pas dans le jugement d'un seul homme. Elle réside dans la reconnaissance de la capacité inébranlable de la communauté noire à transformer la souffrance en expression et le silence en force. Le hashtag « Last the Talking » n'était pas seulement une tendance virale. C'était un cri de guerre, pour les victimes, pour ceux qui disent la vérité, pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Cela a rappelé au monde que la culture noire, avec son long héritage de résistance et de résilience, a toujours su transformer la douleur en pouvoir. Comme l'a dit une journaliste noire dans ses derniers mots, nous ne nous contentons pas de raconter nos histoires, nous les peignons. Et chaque trait est une déclaration. Cette histoire nous invite tous à nous tourner vers l'intérieur, à examiner les tableaux que nous accrochons au mur de nos vies. Les souvenirs que nous encadrons, les secrets que nous enfouissons, les vérités que nous dissimulons derrière le confort et le silence. Car si un seul coup de pinceau peut ébranler un empire, qu'est-ce qui pourrait bien vous attendre dans les recoins de votre silence ? Peut-être avons-nous tous en nous un tableau qui aspire à parler. Et quand la vérité frappera, ouvrirez-vous la porte ? Ou le garder caché derrière un mur de silence ?